Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des forces de sécurité et des droits humains. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je voulais faire un peu un focus sur un prestataire particulier pour les entreprises que sont les forces de sécurité privées. Prestataire qui ressort à risque assez souvent dans les cartographies et notamment dans des secteurs type extractif énergie, et donc voir comment les entreprises peuvent d'abord comprendre et gérer le risque associé aux pratiques des forces de sécurité privées. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Charlotte. Donc Vincent Bernard, tu es responsable recherche, développement et politique chez ICOCA, qui est une initiative sectorielle de compagnies de sécurité privée. Donc ICOCA, c'est International Code of Conduct Association. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me présenter rapidement donc ton initiative ? Oui, bien sûr. Alors, merci pour cette invitation. Le Code de conduite international de la sécurité privée a été signé en 2010. C'est un code de conduite pour les prestataires de sécurité qui s'applique principalement dans les zones à risque et qui vise à transposer les obligations de droits humains, de droit international humanitaire aux compagnies de sécurité elles-mêmes. Alors, c'est une initiative qui est née des années 2000 et de la montée en puissance de ce secteur privé, notamment lors des grandes opérations multinationales en Irak, en Afghanistan, où les forces alliées avaient de plus en plus recours à ce qu'on a appelé les military contractors, les compagnies militaires privées, qui fournissaient la logistique, la formation, parfois les escortes armées pour les contingents militaires. Et on s'est rendu compte à cette époque que finalement c'était un secteur qui était très peu réglementé. Et suite à certains abus, à des excès de violence, à des crimes commis par ces contracteurs, notamment en Irak, on se souviendra du massacre de la place Nissour. Les États se sont mis d'accord sur un certain nombre de règles qui ont été adoptées à Montreux. On parle du document de Montreux, qui rappelle en fait ces règles de droit international humanitaire applicables aux États en matière d'engagement des compagnies militaires. Mais très vite, ça n'est pas apparu suffisant et il a fallu compléter ce dispositif par un code de conduite que les compagnies elles-mêmes pourraient signer, auquel elles pourraient adhérer. D'où l'initiative du code. Donc le code est adopté en 2010 et en 2013, une association est créée afin de mettre en œuvre le code. Et c'est cette association que je représente aujourd'hui, l'association du Code de conduite international, qui vise en fait à opérationnaliser les droits humains pour les prestataires de sécurité dans les zones à risque. Voilà, en quelques mots, c'est ça l'introduction. Très bien. Et alors justement, peut-être parler un peu du fond. Quels enjeux droits humains quand on parle de forces de sécurité privées ? Vous, là, depuis 2013, du coup, quelles tendances vous voyez dans les pratiques, qu'elles soient positives ou négatives, au sein de vos membres ou de manière générale sur le marché, on va dire, des forces de sécurité privées ? Bon, les forces de sécurité privées sont omniprésentes. Alors, je ne sais pas si, Charlotte, vous avez vu des forces de sécurité aujourd'hui, des gardes de sécurité récemment dans votre activité quotidienne. Est-ce que vous croisez des gardes de sécurité ? Je croise des vigiles. Peut-on dire que c'est des forces de sécurité privées ? Oui, tout à fait. Je crois que tout le monde les voit. On les voit dans les commerces, on les voit dans les aéroports, on les voit dans les grands événements sportifs. Il y a véritablement une explosion de ce marché de la sécurité privée. Qui complètent les forces de police dans la plupart des pays. Globalement, on estime qu'il y a sans doute 2 fois plus de gardes de sécurité privés que de policiers dans le monde.
Même si on n'a pas une idée précise du nombre total, on parle de plusieurs dizaines de millions de gardes partout dans le monde. Donc il y a vraiment une explosion de ce marché de la sécurité privée. Toute entreprise, pratiquement tout commerce qui opère en plus dans des zones sensibles, va s'entourer d'un dispositif de sécurité privée. Et donc, c'est quelque chose de totalement omniprésent aujourd'hui, au vu de la montée du terrorisme, au vu de la montée d'une série de menaces, de criminels ou autres. Donc, on a des gardes de sécurité partout. Et les risques de droits humains, paradoxalement, sont très importants. Je dis paradoxalement parce qu'on parle de sécurité, la sécurité est essentielle, mais on voit que en engageant des compagnies de sécurité, notamment des compagnies de sécurité à bas coût, les clients prennent des risques importants. Alors, on peut en mentionner plusieurs. Évidemment, dans les zones à risque, vous avez une certaine faiblesse de la réglementation. On va voir dans les grandes entreprises agricoles ou autour des sites extractifs l'engagement de centaines de gardes de sécurité qui sont généralement très maltraités, très peu payés, qui sont très peu formés, qui ont accès à des ressources importantes, qui ont accès aux employés, qui les contrôlent chaque matin quand ils rentrent, quand ils arrivent au travail, qui ont des contacts avec les communautés locales. Donc, il y a des nombreux risques pour les droits humains. On a vu récemment plusieurs scandales. Si on regarde les dernières années, par exemple, les conditions de travail des gardes au Qatar au moment de FIFA, oui. La Coupe du Monde ont été dénoncées, des gardes qui étaient exploités. Donc, les problèmes de droits humains concernent aussi les gardes eux-mêmes. On a vu des scandales internationaux éclater autour de grandes fermes ou autour de l'utilisation de gardes de sécurité privés pour contrôler des centres de détention, de rétention de migrants. Typiquement, les risques incluent un usage excessif de la force, des violences, l'exploitation sexuelle, des conditions de travail dégradantes pour les gardes eux-mêmes. Et on peut voir aussi un grand risque lié à la corruption et à la collusion par des gardes qui sont sous-payés et qui sont en contact avec des groupes mafieux. Et donc, on peut voir de nombreux gardes qui s'engagent dans des activités de corruption. On a récemment commencé des études sur les conditions de travail dans la sécurité privée et on observe qu'environ 40% des gardes dans les différents pays dans lesquels on a fait ces études, 40% des gardes ont observé un lien direct entre les mauvaises conditions de travail et le risque d'abus, les abus qu'ils ont observés chez leurs collègues. Donc, d'un très important risque pour les droits humains. On pourrait même dire que dans ces zones sensibles, la sécurité privée est le principal risque en matière de respect des droits humains pour les entreprises. Ok, donc des enjeux, donc déjà sur les travailleurs eux-mêmes comme sur les communautés locales, donc plusieurs potentielles parties prenantes impactées, mais aussi des enjeux liés aux pratiques des forces de sécurité eux-mêmes, comme aux conditions de travail qu'ils subissent, avec un lien direct entre le fait que de mauvaises conditions de travail impliquent des pratiques attentatoires en matière de droits humains augmentées. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les conditions de travail des gardes, on s'aperçoit que les clients des compagnies de sécurité, donc par exemple les grandes industries extractives, qui opèrent dans des zones comme, je sais pas, en Afrique par exemple, vont souvent systématiquement engager la compagnie de sécurité qui offre les plus bas coûts. Ne va pas se préoccuper de la formation des gardes, va simplement assumer que les compagnies de sécurité peuvent fournir un service professionnel. C'est un peu, le dernier de leurs soucis. Et on assiste à ce qu'on appelle dans ce secteur le nivellement vers le bas, puisque c'est toujours les compagnies de sécurité les moins chères qui sont engagées. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Des gardes qui sont sous-payés, qui ont des heures de travail excessives. On parle
de plus de 12 heures, 14 heures de travail, qui travaillent 7 jours sur 7, qui ont un revenu qui est en dessous souvent d'un salaire minimal ou d'un salaire de vie minimal, et donc ils sont obligés de contracter plusieurs autres emplois. Donc toutes sortes de problèmes qui sont liés à la qualité en fait de la performance et au problème du financement, donc des contrats avec les compagnies de sécurité privée. Donc là, les clients ont un grand rôle à jouer. Mais par ailleurs, on observe aussi de nouveaux types de problèmes de droits humains, et je crois que les entreprises, même les entreprises de sécurité privée, n'en ont pas assez conscience. C'est qu'on observe de plus en plus que les compagnies de sécurité ont recours à des nouvelles technologies, notamment les caméras de surveillance, les drones. Ils collectent de nombreuses informations sur la communauté locale, où on collecte des informations sur les employés. Il y a énormément de problèmes potentiels avec cette collecte massive d'informations par des compagnies de sécurité privée. Donc là, on voit tout à fait un nouveau type de risque pour les droits humains dans ce domaine. D'accord. Et ce nouveau risque, c'est quelque chose que vous avez déjà ou que vous allez intégrer dans votre code de conduite ou dans les manières dont vous certifiez les prestataires de sécurité ? Oui, alors tout à fait. Donc, pour en venir à ce code de conduite, il était adopté donc en 2010, et puis il reflétait finalement un peu les préoccupations de l'époque, qui étaient surtout liées à des violences potentielles par les compagnies de sécurité, des tortures, des abus, et donc le code de conduite appréhende très bien ces différents phénomènes. Et le système est conçu pour que les compagnies de sécurité donc y adhèrent, et puis demande une certification à ICOCA qui va exercer en fait une vigilance qui va à ce moment-là entrer en matière afin de vérifier que les compagnies de sécurité qui postulent à cette certification ont les bonnes politiques en place, ont les bonnes formations en place, ont une bonne gestion de leurs armes, de leurs munitions, une bonne gestion de leurs employés, qu'elles respectent les droits des employés, qu'elles les forment. Et une fois que cette certification est obtenue par les compagnies de sécurité, notre association va continuer à les suivre et va régulièrement leur demander des rapports, va se rendre dans les pays où elles travaillent pour vérifier le respect des droits humains, et puis s'assurer qu'elles ont tous les mécanismes en place, notamment des mécanismes de plainte, de réclamation vis-à-vis du public, afin qu'elles fournissent le meilleur service. Et donc, pour les clients des compagnies de sécurité, passer un contrat avec une compagnie qui est certifiée par ICOCA, c'est la garantie qu'en fait, vous avez recours à un prestataire de sécurité qui est responsable, qui s'est engagé et qui a mis en place des mesures pour respecter les droits humains. Alors Charlotte, effectivement, comme vous le mentionnez, en 2010, on n'avait pas envisagé tellement cette explosion du recours à la technologie à laquelle on assiste aujourd'hui. Et donc, les derniers mois, nous avons développé un nouvel outil. Nous avons identifié les risques pour les droits humains et nous avons identifié une série de mesures pratiques pour les compagnies de sécurité pour respecter les droits humains dans l'utilisation des technologies, en particulier des technologies de surveillance. Et à ma connaissance, c'est le premier outil de ce type. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, ça va être un outil extrêmement utile pour les compagnies de sécurité, mais aussi pour leurs clients, parce que cet outil va permettre de leur garantir que leurs prestataires de sécurité ont une attitude responsable dans l'utilisation de ces technologies de surveillance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre au code de rester à jour et d'appréhender les nouvelles menaces sur les droits humains que font peser ces nouvelles technologies. Ok, donc si votre initiative, elle vise directement les forces de sécurité privées, mais elle est, de ce que je comprends, aussi utile aux donneurs d'ordre, notamment dans l'exercice de leur devoir de vigilance, puisque déjà elle leur permet, en s'adressant
aux organismes, aux prestataires certifiés de maîtriser en partie leur risque vigilance, mais aussi tout ce que vous faites autour du code, autour des enjeux, autour de l'identification des risques droits humains peut leur permettre d'alimenter finalement leur cartographie des risques achats, enfin liés aux relations commerciales. Vous avez combien de prestataires certifiés et la deuxième question qui va derrière, c'est j'imagine qu'il y a des grands acteurs sur le marché de la sécurité privée, mais aussi peut-être des plus petits liés à certains pays. Est-ce que vous arrivez à capturer tous ces acteurs ? Oui, alors aujourd'hui, on a environ 150 membres qui ont différents statuts. On a ouvert nos différentes catégories afin d'adresser peut-être une critique à ce modèle. C'est que c'est un modèle qui est relativement cher puisque les compagnies de sécurité doivent investir dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des droits humains. Et donc, certains clients ne voulaient pas se limiter à engager des compagnies certifiées avec OCA parce qu'elles estimaient que peut-être ça pouvait discriminer des plus petites compagnies, des plus petites entreprises de sécurité locale. Alors aujourd'hui, on a beaucoup fait évoluer nos demandes en maintenant la même exigence évidemment pour les droits humains, mais en modulant le prix de la certification et en créant des catégories intermédiaires où on accepte des compagnies de sécurité qui font les premières démarches, qui font les premiers pas vers cette certification et puis on les accompagne vers la certification. Alors, on a observé les dernières années une augmentation du nombre de candidats à cette certification. On observe aussi que il y a de plus en plus finalement d'intérêt pour ces questions, notamment en lien avec la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui mentionne spécialement la sécurité privée comme un domaine où il faut exercer cette vigilance. Donc, on a le sentiment que il y a de plus en plus d'intérêt pour cette certification et de plus en plus de compagnies de sécurité qui nous contactent afin d'entrer en matière. Cela dit, cela reste encore très petit par rapport à cette industrie de la sécurité privée qui est en pleine expansion. Cela reste encore aussi très petit par rapport à l'attitude des clients qui trop souvent, comme je l'ai dit, vont engager la compagnie la moins chère, c'est-à-dire une compagnie qui sous-paye ses gardes, parce que c'est une industrie en fait qui est beaucoup finalement qui retire son bénéfice souvent en rognant les salaires des gardes. Donc, on observe toujours aussi une sorte d'ignorance de ces questions chez beaucoup de clients qui traitent la sécurité privée comme une sorte de finalement un service annexe qui ne mérite pas une grande attention et qui passe à côté finalement de l'importance premièrement du risque que cela fait peser sur eux parce que quand un scandale éclate impliquant des gardes de sécurité, c'est rarement la compagnie de sécurité elle-même qui est mise en cause. C'est le client qui a contracté cette compagnie dont on se souvient. Donc, des grandes entreprises en ont fait les frais, comme Carrefour, notamment au Brésil, comme Del Monte au Kenya. On voit que les violences commises par les gardes de sécurité rejaillissent sur la réputation des entreprises. Et puis le deuxième élément, c'est que une sécurité privée responsable avec les meilleures pratiques, c'est une meilleure sécurité. En fait, les entreprises ont tout à y gagner, c'est-à-dire engager des dizaines de gardes non qualifiés et sous-payés ne vous apporte pas une vraie sécurité. Donc, on a intérêt à engager des compagnies de sécurité qui sont beaucoup plus intégrées dans leur communauté, qui ont une bien meilleure sensibilité, qui ne cherchent pas à dissuader par la violence, mais au contraire à prévenir les risques. Donc, une meilleure qualité de la sécurité privée, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui, d'autant plus que c'est vraiment les enjeux que tu cites là, c'est des prestataires sur site en fait, donc qui sont sur les sites des clients. Et donc, évidemment que ça rejaillit sur la réputation et la responsabilité du client plus directement que d'autres prestataires. Alors,
Pour conclure, selon toi, quels sont les grands enjeux liés aux forces de sécurité privée dans les 5 ans qui viennent et comment on peut favoriser des pratiques plus durables? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres acteurs à mettre autour de la table? On parle souvent des forces de sécurité publiques aussi. Alors vous le traitez pas directement, mais j'imagine quand même qu'il y a des liens qui peuvent être faits. En tout cas, il y a des entreprises qui peuvent être confrontées aux deux peut-être sur un même territoire. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que très souvent, les compagnies de sécurité dans les zones à risque, elles opèrent conjointement avec les forces de sécurité publiques. Donc, le dialogue avec elles est important parce qu'on a vu souvent que les abus étaient commis principalement finalement par les forces de sécurité publiques. D'accord. Qui utilisent les gardes comme des auxiliaires. Donc là, on a effectivement besoin surtout autour notamment de grands sites extractifs qui utilisent aussi la sécurité publique, on a besoin d'avoir ce dialogue. Quand je parle des sites extractifs, c'est aussi parce que dans les 5 ans à venir, c'est là qu'on voit les principaux risques pour les violations de droits humains, parce que on parle de sites qui engagent de très nombreux gardes, des sites où il va y avoir beaucoup aussi de technologies employées, de caméras, de drones, de systèmes intrusifs de surveillance. C'est là qu'on observe le plus grand risque aussi avec des gardes très maltraités, très mal payés, engagés en très grande quantité. Donc un travail précaire et une grosse responsabilité des entreprises. Un autre interlocuteur qu'il faut arriver je pense à intéresser à ces questions, c'est la communauté des investisseurs. Donc récemment, nous avons créé aussi un guide pour les investisseurs. Nous avons un guide bien sûr pour les clients afin de les aider quand ils engagent des compagnies de sécurité, pointer du doigt les risques, mais aussi les meilleures pratiques. Donc c'est ce que nous essayons de faire auprès des clients, auprès des investisseurs. Et puis nous récoltons en fait sur notre site web beaucoup d'informations, non seulement les cas où il y a eu des abus, mais aussi les meilleures pratiques dans la sécurité privée, dans tous les domaines que j'ai mentionnés, afin d'informer et afin de permettre aux clients de bien choisir leur fournisseur de sécurité. Donc, je vous invite à regarder notre site qui comprend la liste des compagnies certifiées et puis des listes d'incidents, mais aussi des listes de meilleures pratiques. Donc, merci pour cette occasion parce que je pense que on a vraiment besoin d'attirer l'attention des clients, de la communauté des droits de l'homme, des droits humains sur ces questions. Et vraiment, c'est un risque majeur. Donc, votre soutien nous sera très utile. Merci. Merci beaucoup, Vincent. On mettra tous les ressources et le lien vers vos sites dans la description du podcast. Et donc, merci encore. C'était très, très enrichissant. Et c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.